professeur Sicard, qu'on ne présente plus, est médecin d'abord, et puis il est professeur émérite de l'Université Paris-Descartes, et il a été président du Comité consultatif national d'éthique, dont Jean-François Delfrécy nous disait ce matin qu'il va fêter ses 40 ans l'année prochaine, le 23 février 2023. Et Monsieur Sicard a été dans les premiers présidents, et donc sa longue expérience justifie, mais il nous fait quand même beaucoup d'honneur qu'il soit avec nous aujourd'hui pour une journée comme, enfin pour 2 journées et demie comme l'exigence éthique. Professeur, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je trouve que ces journées sont très riches. Elles nous obligent à penser, elles ne sont pas dogmatiques, et je trouve que c'est une réussite dans ce que j'ai pu entendre jusqu'ici. Alors d'ailleurs, passer après Bruno Falissard, c'est merveilleux parce qu'il offre un boulevard à la réflexion en montrant la difficulté de situer l'éthique dans un territoire bien précis. Au fond, quand j'ai reçu la commande d'une exigence éthique, j'ai un petit peu sourcillé parce que pour moi, je ne sais pas ce qu'est une exigence éthique. En revanche, une éthique exigeante, c'est-à-dire une éthique qui s'interroge sur elle-même, alors là, ça commence à m'intéresser. Moi, je me méfie toujours des mots d'ordre qui apparaissent comme très simples. Et en fait, l'adjectif une éthique exigeante pose le problème de qu'est-ce que c'est que l'éthique. Une exigence d'éthique, on ne sait pas ce que c'est que l'éthique. Et donc je crois que ce n'est pas simplement de la rhétorique. Simplement, ça doit nous rendre très humbles devant probablement une salle de 100 personnes. Vous avez chacun une vision personnelle de l'éthique, et Bruno Falissard nous a montré avec brio comment, dans telle situation, l'éthique, elle est où? Et elle va dépendre un petit peu de la culture, de vos connaissances. Et je crois que c'est tout à fait juste. Parce que, au fond, notre société, c'est un paradoxe, a sans cesse le mot éthique à la bouche. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas de mot plus fréquemment employé, et plus le mot est employé, plus il devient opaque. Depuis le fabricant de meubles, le fabricant de produits ménagers, jusqu'aux militants écologiques, la promotion de produits de supermarché, disent « mon produit est éthique ». Je me souviens, il y a quelques années, invité dans une conférence, un médecin dit « ma conduite est éthique ». Moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou devant un tel médecin. Parce que si un médecin se revendique comme porteur d'une éthique, ça veut dire qu'il n'a rien compris au problème. Le problème, c'est qu'il est l'éthique est perpétuellement un équilibre, une recherche, au fond, une inconnaissance. Mon café est éthique, passez votre chemin, ça n'a pas de sens, au fond. Quand ce n'est pas le soignant, donc, qui la revendique avec une fierté qui est inconsciente de sa naïveté. Car l'éthique, elle n'est pas une stèle sur laquelle sont inscrites les mantras de la bienfaisance, non-malfaisance, justice et autonomie. Comme s'il fallait réciter un étudiant. Alors, définition de l'éthique repose sur 4 principes. Ben non, justement, ça c'est. Je pense que c'est une vision ultra rationnelle, singulière et tout à fait insuffisante. Parce que, au fond, chacun de ces termes n'est incarné que par la personne qui est confrontée à son usage. Le soignant n'est pas dépositaire du concept de bienfaisance, même s'il est probablement le seul à pouvoir en disposer vis-à-vis de la personne qu'il soigne. Pas plus qu'il n'est propriétaire des autres concepts, respect de l'autonomie, non-malveillance. Et donc, il n'est pas indifférent à leur sens. Le praticien est tout à fait conscient, mais il ne peut pas s'approprier de façon certaine ces concepts. En revanche, un questionnement critique, permanent, beaucoup plus qu'une récitation, permet alors d'engager une réflexion éthique.
comme tous les mots qui témoignent d'ailleurs de l'altérité, comme notre liberté, égalité, fraternité. Quand je voyais à Paris, il y a quelques mois, des manifestants criant « liberté, liberté » au nom du refus du vaccin, je m'interrogeais sur leur possession du concept de liberté. Quand on parle d'égalité, hier on a parlé de l'égalitarisme, qui est le contraire de la liberté, ou bien même la fraternité. Moi, je suis frappé de voir pendant très longtemps comment l'attitude que le gouvernement français avait vis-à-vis des migrants, les laissant dans les montagnes entre l'Italie et la France mourir au nom de il ne fallait pas les aider, a fini par obtenir qu'au nom de la fraternité, brutalement, le gouvernement se ressaisisse en pensant que la fraternité dépasse les lois concernant le refus de l'accueil des migrants. Donc, il ne s'agit pas d'une exigence éthique qui est toujours abstraite, mais d'une éthique concrète, incarnée et consciente des enjeux. Personne n'est dépositaire d'un bien définitif. C'est ce qui différencie d'ailleurs les régimes totalitaires. Un régime totalitaire, il affiche un bien, les régimes marxistes ou les régimes néofascistes parlent au nom du peuple comme étant le bien, l'avenir radieux, tout en le dévoyant. Et on peut critiquer tous les régimes démocratiques, mais les régimes démocratiques européens qui existent, malgré tous leurs défauts, oscillant sans cesse dans des contradictions, des avancées, des reculs, s'approchent beaucoup plus de l'éthique que tous les régimes totalitaires ou autoritaires. Alors, quelques exemples rapides, parce qu'on pourra parler pendant des heures, sur ces principes. La bienveillance. Seule la personne à laquelle la bienveillance s'adresse peut juger de sa bienveillance. Par exemple, une femme qui demande un avortement. Elle demande un avortement en situation de détresse et qui se le voit refuser par un médecin au nom de son éthique de conviction. Quelle est la bienveillance de la médecine vis-à-vis de cette femme? L'éthique de conviction d'un médecin qui refuse un avortement est une éthique qui, à mon avis, n'existe pas. Et le problème, c'est la bienveillance vis-à-vis de cette personne l'emporte sur ses propres sentiments et sur son jugement sur le fait que cet acte soit ou non éthique. La non-malveillance, ne pas nuire. Par exemple, arrêter brutalement un médicament jugé inefficace chez une personne qui a un cancer et qui manifestement ne répond pas et qui supplie le médecin d'essayer encore quelque chose. Et le médecin dit au nom de la médecine, la rationalité, non, je ne veux pas vous imposer cette souffrance. Et bien on peut imaginer qu'en fait, il est malveillant vis-à-vis du malade qui demande à la médecine ce dernier espoir, même s'il est fictif. Une question qui se pose très souvent dans le public, c'est que quand on a une personne en fin de vie, la médecine a proposé quelquefois d'arrêter l'hydratation, d'arrêter la perfusion, d'arrêter la nutrition. Et les familles disent, mais c'est scandaleux, alors vous allez la mettre dans une situation de soif épouvantable, elle va mourir de dénutrition, mais c'est monstrueux ce que vous faites, alors que l'on sait très très bien qu'une personne en fin de vie, la souffrance, la torture, c'est de boire un verre d'eau. Bien sûr, si elle a soif, on va lui donner un verre d'eau, mais l'imposer au moment où elle ne supporte plus un verre d'eau ou manger une biscotte finit par être une torture. Autrement dit, la non-malveillance, elle est très difficile à situer. La justice, comme une approche équitable et juste des besoins de soins d'une personne. Je me souviens, dans les années, mon âge me permet d'avoir été au début du sida, et on a eu les premiers traitements en 1995, les trithérapies, les antiprotéases, qui ont sauvé les malades. C'est-à-dire qu'en janvier 2015, ils mouraient, en février 2015, ils survivaient, et ils vivent toujours. Mais il y avait pour tout Paris 100 traitements. Est-ce qu'il fallait prendre aucun en disant pourquoi vous choisissez-vous un et pas l'autre, ou bien alors choisir ceux dont on a l'impression que leur survie était peut-être plus grande, plus facile? Il a fallu le choisir. Ce n'était pas la justice distributive, mais est-ce que éthiquement, est-ce que choisir 100 personnes ou en choisir 0, quel était le mieux? On en a choisi 100.
Le respect de l'autonomie, il n'est pas besoin de se référer à la servitude volontaire de la Boétie pour penser que le respect de l'autonomie, qui est un mantra a priori si légitime et si souhaitable, on ne va pas enfermer quelqu'un, ne doit pas faire l'impasse sur, en particulier pour les malades, non pas d'être libre, mais sur le désir de guérir, le désir même d'hétéronomie. Moi, je suis prêt à abdiquer ma liberté, mais laissez-moi éventuellement guérir. Et un grand nombre de malades voient leur autonomie qu'on leur proposerait comme vaine ou inutile, menaçant même leur guérison. En fait, le vrai principe qui devrait se substituer à l'autonomie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance du malade, la reconnaissance du médecin par le malade, mais au fond, cette reconnaissance, c'est-à-dire le point fondamental de la relation humaine. C'est pas on va vous rendre indépendant, on va vous reconnaître comme malade dans votre détresse et faire ce que je peux pour vous soigner. Ainsi, enfermer l'éthique dans des concepts qui peuvent se révéler contradictoires, comme Bruno Falissard vient de le montrer dans leur application, ne peut donc la placer en surplomb dans une abstraction de l'exigence éthique, exigence d'une abstraction. Au contraire, elle doit inclure ces contradictions, inclure hic et nunc, dans une application qui relève d'une éthique exigeante et non d'une exigence éthique. Telle situation, tel jour, tel endroit, dans telle culture peuvent se révéler parfaitement bienfaisantes, alors que non malfaisantes, justes et respectueuses de l'autonomie. Dans telle autre, identique, un autre jour, ailleurs, dans une autre culture. J'ai beaucoup travaillé en Asie, je me suis rendu compte que ce que j'ai appris en Asie m'a tellement nourri de l'humanité, dans cette universalité, que quand je revenais en France, j'étais complètement changé et que ma culture française m'avait enfermé dans cette perte d'universalité. Au fond, l'éthique, elle réside dans cette appréciation loyale de l'incarnation de cette situation avec le principe suprême de l'attention à la parole. Et je vous donne un exemple. Quand j'ai fait le rapport au président de la République en 2012 sur la fin de vie, les infirmes moteurs cérébraux de Nanterre avaient demandé à me voir. Et quand je les ai rencontrés, la difficulté de leurs paroles, ils peuvent pas parler comme ça, ils sont dans un état tragique. Mais la seule chose qu'ils m'ont dit avec un traducteur, quand j'ai passé plusieurs heures à tenter de les écouter, ils m'ont dit « Si un jour il y a une loi sur l'euthanasie, nous serons terrifiés. Parce que comme nous n'arrivons pas à parler, on pensera que nous souffrons et que nous voulons au fond disparaître. Eh bien, dites-vous bien, me dit-il, monsieur le professeur, que nous sommes aussi heureux de vivre que vous. » Cette phrase m'a beaucoup bouleversé parce que je me suis dit, au fond, notre capacité à juger qu'il y a des êtres qui sont dans un état de non-vie probable à quelque chose de tout à fait scandaleux. C'est-à-dire de l'écoute de celui qui juge ses principes à son aune et pas à ceux du soignant ou même de sa famille. C'est pourquoi d'ailleurs, je disais un mot, l'éthique de conviction n'est pas à mon sens une éthique parce que c'est une morale aveugle qui fait fi de l'autre et qui privilégie sa propre éthique. Alors, on parle souvent au fond du rapport entre le droit et l'éthique et j'ai beaucoup travaillé sur les contradictions, une de plus, entre le droit et l'éthique. Certes, une société se privilégiée quand elle a, si elle a, je ne revendique pas des droits restreints qui risqueraient, comme dans certains pays d'Europe, d'injustice, Pologne ou Hongrie, une société soumise à la seule éthique contre le droit serait une catastrophe. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une éthique au pouvoir. Parce que l'éthique au pouvoir, elle donne des réponses aux seules questions qu'elle choisit. Mais le droit décide. Et l'éthique, c'est le point fondamental. L'éthique interroge. L'éthique ne donne pas de droit. Et avec cette ambiguïté toujours à l'œuvre d'une loi dite de bioéthique qui, pour moi, est un oxymore. Une loi dite de bioéthique, parce que la loi, elle est faite pour affirmer une espèce d'autorité, de décision. Et l'éthique interroge. Alors comment est-ce qu'on peut faire une décision qui interroge? Et la soumission au droit peut-elle poser parfois des questions éthiques parce que, et là c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé récemment, c'est que pendant le Covid,
Jean-François Delfraissy en parlait ce matin, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que par nature, le droit privilégie la santé au nom d'un mot. Nous n'avons pas en France, il nous manque des mots, au nom de la zoé. La zoé, c'est un mot grec, ou au nom de corpeur. Corpeur, c'est un mot allemand. C'est-à-dire le corps incarné, le corps que nous avons chacun, notre corps visible, notre corps médical, notre corps, le corps des organes. Et le droit est extrêmement attentif à la protection du droit à l'existence au sens corps du terme. Alors que l'éthique, elle a tendance à privilégier le bios, elle a tendance à privilégier le Leib allemand et le bios grec, c'est-à-dire la vie au sens relationnel du terme, l'échange des corps, le bigger than life, disent les Anglais. C'est-à-dire, au fond, que notre société, finissant par identifier l'être à son corps, a fini par oublier que la relation humaine l'emporte à certains moments de la vie sur son propre corps. Et Jean-François Delfraissy regrettait ce matin, à juste titre, que le gouvernement ait pris des décisions extrêmement dures vis-à-vis des personnes âgées qui mouraient dans les EHPAD sans que leur vie puisse être accompagnée par leur famille, parce que le gouvernement, au fond, privilégiait le corpeur, privilégiait le bios au détriment du Leib et du Zoé. S'abriter derrière la loi, donc pour interdire, était quelque chose de très très violent. Moi, j'ai toujours été frappé que la notion juridique du consentement éclairé, après Nuremberg, c'est un grand progrès, le consentement éclairé, bien sûr, mais un consentement éclairé, il est devenu une sorte de document que l'on fait signer comme un droit à l'image, qu'on vous fait signer avant de faire une conférence, mais les gens ne le lisent plus et disent, mais oui, si vous me proposez, et ils ne veulent pas faire de peine à celui qui le propose, et ils disent oui, et ça n'a plus du tout la notion éthique du consentement éclairé. Le respect du droit a tendance naturellement à privilégier les impératifs de gestion évaluables. Ce qui est évaluable, on en parlait hier ou ce matin, évaluable le nombre de perfusions, le nombre de médicaments, mais ce qui n'est pas évaluable, c'est la main d'un malade, la main d'un médecin ou d'une infirmière, d'une aide-soignante sur le corps d'un malade. Ce n'est pas évaluable. Et par contre, comme ce n'est pas évaluable, ça ne sera pas financé. Et je crois que l'obsession que nous avons actuellement en France, plus que dans d'autres pays européens, sur le côté sécuritaire, au détriment des libertés, pose, à mon sens, un problème éthique. Et j'ai eu le sentiment, mais je n'ai pas la certitude, que pourquoi Sanofi n'a pas eu de vaccin, parce que l'impératif a été un vaccin sécuritaire, un vaccin qui n'est pas de problème. Résultat, il n'est pas efficace. Le respect des lois de bioéthique peut faire ainsi l'impasse, et on l'a vu récemment pour la PMA. Moi, j'ai été très choqué qu'un couple stérile qui a pu obtenir la fabrication d'un embryon in vitro, et cet embryon in vitro attend un moment propice pour féconder la femme, et malheureusement, l'homme meurt quelques jours avant cette fécondation, et la loi dit, maintenant c'est terminé, vous ne pouvez plus accueillir cet embryon qui a été fabriqué par vos gamètes respectifs, et cette femme, maintenant les femmes ont le droit d'avoir une insémination, mais vous n'aurez pas l'insémination par l'embryon que vous avez fait, vous devrez être inséminé par des spermatozoïdes d'un inconnu. Et je trouve que là, le droit crée paradoxalement une très grande violence. Et enfin, le respect absolu de la dignité qui me paraît incommensurable. Je pense que c'est peut-être la seule transcendance concrète de notre humanité, le respect incommensurable de la dignité humaine. Eh bien, le droit a beaucoup de peine à accepter une transcendance dans ses jugements. Parce que dans les règles du droit, comment enfermer la dignité, lui donner des limites? Eh bien, on s'aperçoit que le droit échoue. Et au fond, enfermer donc la dignité dans des règles lui confère une relativité incompatible avec sa
reconnaissance. Enfin, l'inscription juridique dans la Constitution française du principe de précaution me paraît, moi, avoir posé un problème éthique et continue de le poser parce que son abstraction même justifie qu'il soit dépendant d'un jugement plus opportuniste que juste, en servant des intérêts cachés avec un flou conceptuel. Et que le paradoxe, c'est que la notion de responsabilité peut ainsi être dévoyée par un discours figé qui privilégie le passé plutôt que l'avenir. Et on s'aperçoit qu'une humanité néandertalienne qui aurait pris le principe de précaution, nous ne serions pas là pour en parler, nous n'aurions pas existé. La réflexion éthique, elle est donc là pour dénoncer un usage excessif, voire normatif de ce principe en le remettant sans cesse en perspective par une application critique. Et moi, j'aurais assisté depuis 20 ans en France à l'application médicale croissante d'un principe de précaution qui était destiné au départ, avec la Convention de Rio, au climat. Alors, pour le climat, on n'a pas fait grand-chose, mais alors pour la médecine, elle est soumise maintenant au principe de précaution, avec éventuellement des catastrophes, comme celle une que j'ai pu voir, qui était en 1995, l'arrêt en 24 heures de la vaccination contre l'hépatite B, dans un pays où l'hépatite B n'est pas grave du tout, il y avait un excès de vaccination, mais qui a été interrompu dans les pays francophones d'Afrique et d'Asie, et là où la maladie qui est en France 0,1%, en Afrique 40%, a fait que depuis 15 ans, le cancer du foie, séquelle de l'hépatite B en Afrique, était en train de disparaître. Les Africains ont arrêté la vaccination au nom d'un risque de sclérose en plaques qui n'a jamais existé, qui a été un fantasme, et qui est, le principe de précaution est responsable paradoxalement de plusieurs dizaines de milliers de morts. Enfin, je dirais un mot sur la parole versus la technologie. Merleau-Ponty disait la parole comme existence, comme un excès de l'existence sur l'être. Ça montre son importance. Et l'éthique, elle commence d'abord par l'écoute de la parole. Or, l'écoute de la parole, c'est un fait, mais qui est très difficile à... On peut écouter une parole, c'est pas besoin d'écouter une parole pendant 20 minutes. Ça peut être 15 secondes, mais écouter, comme on l'a fait pour les infirmateurs cérébraux. Et ce principe l'emporte, à mon sens, largement sur les principes de bienveillance, de non-malveillance, de justice et d'autonomie. Sans écoute de la parole, aucun de ces principes n'a la moindre valeur. Aucune information ne prend réellement son sens. Parce que le monopole technologique, au fond, et c'est là encore quelque chose qui est dans notre culture contemporaine, n'a que faire de la parole qui est réduite à quelques informations prises comme une contrainte consommatrice de temps réduit qui court. Le malade lui-même a renoncé. Il s'aperçoit que le médecin ne l'écoute pas, il ne va pas parler, il perçoit son inutilité, voire l'agacement du soignant quand il commence à parler de lui-même. Et sa censure de la parole est en rapport avec la chape linguistique de la médicalisation de l'existence. La médicalisation de l'existence, depuis la naissance jusqu'à la mort, fait que la parole est éteinte. Les mots ont perdu leur sens au profit des paramètres des chiffres et des images. Et ces éléments sont devenus non pas seulement des preuves, mais des symptômes. Et les malades eux-mêmes, ou même les personnes en bonne santé, ne parlent plus de leur corps, mais ils parlent de ma mammo, mon écho, mon scanner, mes CD4, ma RM, mon IRM, qui vont se substituer à mon inquiétude, et ils offrent à la médecine, au fond, ce qu'elle demande, c'est-à-dire des espèces trébuchantes. Alors que mon mal de tête indéterminé, mon insomnie, ma fatigue, mon côté vaguement dépressif, etc., n'intéresse pas beaucoup la médecine. Alors comment parler d'éthique médicale sans une écoute qui précède l'interrogatoire? On apprend aux étudiants en médecine un interrogatoire. C'est-à-dire que le malade, il est, au fond, devant un commissariat de police qui lui dit « Alors là, qu'est-ce que vous avez fait tel jour ?» Et l'interrogatoire canalise les symptômes. Je pourrais vous raconter des tas d'exemples où je me suis rendu compte en Asie que la canalisation par ma médecine française des symptômes aboutissait à l'envers de ce dont les malades souffraient.
Donc l'éthique se limite à la critique rhétorique d'une information qui est jugée insuffisante ou excessive. Une rencontre éthique, c'est celle de l'attention au service. Ce n'est pas le service que je décide, mais l'attention au service rendue à une personne atteinte au plus profond d'elle-même. Parce que paradoxalement, c'est quelque chose qu'on voit dans notre société, ultra-information, Internet, etc., informer, c'est paradoxalement parfois enfermer. L'éthique ne se résume pas à une empathie bienveillante, dégoulinante, dont le seul objectif, c'est de ne pas heurter, de ne pas blesser. Elle doit avoir pour finalité, selon les propos de Paul Ricoeur, dont j'ai été heureusement très proche, de se penser soi-même comme un autre, ce qui signifie d'avoir d'emblée une attitude qui place l'altérité, l'autre, au premier plan, au détriment de sa propre protection. Et l'usage éthique plus ou moins bon de la technologie, qui confisque la totalité de la réflexion éthique et des avis du comité, masque, à mon avis, une partie essentielle, c'est-à-dire de l'attention portée à l'autre dans sa singularité. Alors, ce ne sont pas tellement les cris d'orfraie poussés devant les avancées de tel IRM fonctionnel qui finiront par s'épuiser, que le silence opposé aux personnes confrontées elles-mêmes à des informations beaucoup plus traumatisantes qu'on ne le pense. L'ivresse du progrès technique n'est pas inéthique en elle-même, elle l'est si elle ignore la perception et la compréhension de celle-ci pour la personne en souffrance. Et je terminerai sur un sujet qui m'a beaucoup intéressé et qui était abordé par les étudiants, qui était la question de l'autorité scientifique et de l'expertise. Parce que, au fond, la médecine, elle est un questionnement permanent. Et que les étudiants, d'ailleurs, le savent très bien en médecine, parce que une revue médicale du Lancet de décembre 2021, c'est un parchemin. Ce qui les intéresse, c'est 29 septembre 2022, voilà ce qui nous intéresse. Donc, au fond, la médecine, elle bouge sans arrêt. Et elle n'est pas une discipline autonome. Elle est relation, elle est au service de l'autre dans sa complexité, sa fragilité. Et on s'aperçoit que, au fond, l'embarras de la société, c'est que la médecine, bougeant, plus elle progresse, plus elle est saisie par le doute. Et heureusement, parce que l'espace de l'ignorance croît à mesure que la science avance. Alors que la société se dit, mais alors si la médecine doute, eh bien, on va demander à des experts. Alors maintenant, c'est même plus, on a l'expert du genou, c'est plus le rhumatologue. Et donc, l'expert, il va être certain, il ne va pas douter, parce qu'il a une expérience de 30 ans sur la médecine du genou, et le jugement se prête très mal au doute. Et à ce moment-là, plus la technique va envahir la médecine, plus l'expert va être au premier plan, et plus l'expert va prendre du pouvoir. Et son autorité de l'expert va l'emporter sur l'autorité scientifique. Alors que l'autorité scientifique, dans son caractère, et Bruno Falissard le disait tout à l'heure, l'importance de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité qui permet d'avoir une vision plus vaste. Plus les experts sont compétents, plus ils sont étroits. Et plus, par conséquent, la médecine devient une impossibilité, parce que s'occuper du genou sans penser que le malade, il a aussi un poumon, un cerveau, une vessie et un iléon, ça aboutit à ce que mon métier de médecine interne devient non pris par les médecins, par les étudiants, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut être un petit peu de chaque. Donc la médecine est toujours dans un conflit de valeurs. C'est pour ça d'ailleurs que les valeurs du CCNE, moi je ne sais pas ce que c'est. Les valeurs du CCNE, c'est une valeur dont j'essaie d'avoir vous faire partager, c'est une valeur humble de questionnement et de refus dogmatique de telle ou telle situation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est tragique, j'utilise le mot assez tragique parce qu'on est une société tragique, une société qui au fond, finit par oublier des évidences, comme
la présence des sciences humaines en médecine. Hier, Bruno Alric me racontait que dans les soins palliatifs, on a refusé des tas de compétences en sciences humaines sous prétexte qu'elle n'était pas médecin. Or, s'il y a quelqu'un qui connaît bien la fin de vie aussi, c'est les sciences humaines. Donc, j'arrête là. C'est que prendre soin, c'est le soin et le prendre soin, c'est un seul et même soin, et que ce mot éthique est dénué de sens quand il ne s'interroge pas de façon constante sur lui-même, sur ses incantations vertueuses, sur son enfermement dans une position scientiste. C'est-à-dire la seule évaluation des applications de la science sur la société en renonçant à inscrire la relation humaine comme fondamentale à cette science. Une herméneutique exigeante. Merci. Bien, Monsieur Sicard, merci pour ce plaidoyer pour une éthique en situation et le dernier terme, à savoir l'herméneutique. Alors moi, j'ai 3 points qui me paraissent absolument fondamentaux. J'ai beaucoup apprécié que vous décapiez la normativité, et c'est d'autant plus intéressant étant donné votre position à la tête du CCNE. Comment dire, d'abord, un point qui m'a paru absolument foudroyant, si vous voulez, en passant dans votre propos. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire, puisque vous parliez des infirmes cérébro-moteurs, c'est ce moment-là qui m'a retenu, vous disiez, nous sommes aussi heureux de vivre que vous. Est-ce que ça veut dire, d'abord, toutes les vies se valent? Était-ce la position du CCNE? Est-ce la vôtre? Et puis, si toutes les vies se valent, bon, ça a un impact évident sur des questions d'éthique absolument terrifiantes que moi je me suis posées au moment osais-je dire, au moment du Covid, parce qu'il n'est pas terminé. Vous voyez, le problème du tri des patients. On a d'ailleurs discuté aussi avec M. Bazin. Si toutes les vies se valent, il n'en fallait pas moins, et vous l'avez dit d'ailleurs à propos du sida, à un certain moment, faire des choix, c'est-à-dire des tris. Fallait-il alors introduire des critères en quelque sorte plus fins, si vous voulez, pour permettre de choisir? Et ça, c'est un problème. Ça, c'est tout à fait tragique, au sens que vous avez dit. Bon. Ensuite, vous diriez que le terme de bioéthique, je ne l'aime pas plus que vous. Mais vous diriez, l'éthique, ça consisterait à ne pas réduire bios ad zoé. Réduire bios ad zoé, puisque tout à l'heure nous parlions grec, c'est-à-dire à réduire, ce qu'on pourrait dire, une certaine façon de vivre qui possède un caractère éthique, ça serait bios, au simple fait de vivre. Parce que d'autres philosophes, je pense à Agamben, qu'on a déjà cité, qui parle de la vie nue. Est-ce que l'éthique commence au moment où on ne se soucie plus simplement de la vie nue, du simple fait de vivre, mais où on se propose la question de savoir, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Mais qui peut répondre à cette question-là? Oui, justement, c'est que toutes les vies valent la peine d'être vécues. C'est ce que dans cette salle, quand on regarde dans la rue ces êtres qui vivent dans un malheur apparemment épouvantable, on a envie de dire, mais écoutez, si vraiment le Covid vient, vous n'êtes pas prioritaire pour être soigné. La seule chose, c'est qu'avoir été attentif au fait que cet infirme moteur cérébral me dise, dites-vous bien que nous sommes aussi heureux de vivre que vous, anéantit mon jugement et me permet de faire un travail éthique, c'est-à-dire de considérer que la reconnaissance de ce jugement par cette personne l'emporte sur mon propre jugement banal. De la même façon, le problème de la séparation du bios et du live, c'est-à-dire le côté relationnel de notre existence, c'est pas une dichotomie totale. Nous sommes des corps parlants, nous sommes des êtres parlants, mais reconnaître que la relation entre deux êtres peut l'emporter sur la force symbolique de l'organicité du corps. C'est-à-dire que
l'amour entre deux personnes, le lien, le lien entre une grand-mère et un petit-fils peut faire l'impasse sur la demande de survie de cette grand-mère vis-à-vis de son petit-fils. Et en même temps, son petit-fils a envie que sa grand-mère peut-être demeure, mais il a envie surtout de parler avec elle dans les derniers jours. C'est ça qui va être important. Ce n'est pas tellement qu'elle vive éternellement. Au fond, nous sommes accrochés à notre propre corps de survie sans avoir une bouée de sauvetage. Mais au fond, quand on découvre que la vie est avant tout la relation à l'autre, dans une relation qui peut être agressive, qui peut être empathique, qui peut être amoureuse, je pense que l'amour est fondateur de la vie, est beaucoup plus important que sa propre survie. Sa propre survie organique, elle a un côté misérable. Au fond, notre défense, on a envie de guérir quand on est malade, on a envie de vivre pas le plus longtemps possible, mais il faut s'apercevoir que, au fond, notre vraie vie, c'est la vie, c'est le message qu'on va laisser aux autres, c'est cette espèce de relation au monde, pas forcément aux êtres humains, mais relation aux vivants. C'est l'existence au sens non pas organique du terme. Et je pense que la médecine fait totalement l'impasse. Et elle ne s'intéresse pas. Le malade, il est isolé, il est pris en tant que tel, alors qu'un malade, il est aux confluences de relations sociales, de relations de déterminants sociaux, de pauvreté, de précarité, de richesse. Il est un être dans la nature et il est un être relié. Et faire qu'on considère que cet être doit être isolé par la médecine, comme me paraît beaucoup plus grave. Et ce qui montre d'ailleurs que la langue est très intéressante. Nous n'avons pas d'autre mot pour le corps que le corps. Nous n'avons pas. Les Allemands, les Anglais, les Grecs. Si on reprend les deux termes allemands que vous avez cités, parce que l'allemand a la vertu de distinguer ce que le français ne distingue pas, il y a, enfin d'ailleurs, Ricoeur, dont vous étiez l'ami, vous aurez proposé la même distinction que moi, à savoir, en phénoménologue qu'il était, le corps et la chair. Le problème, c'est que chair est connoté, si l'on peut dire, phénoménologiquement. Oui. Et là, vous auriez peut-être plus oui, de mal. Oui, mais les Allemands utilisent très banalement Leib et Körper. Les Français n'utilisent pas tellement la chair quand ils parlent. Ils parlent ça plutôt le beefsteak, quoi. Il y a encore les péchés de la chair. Au moins, c'est que, je veux dire, oui. On attend, Marie-Elisabeth, encore de... Oui, une remarque de ta part et surtout une remarque de nos étudiants, s'ils veulent bien, sur cette intervention. Est-ce que... Moi, en attendant une remarque, que le micro monte. Merci beaucoup, monsieur, pour ce magnifique plaidoyer poétique. Moi, alors, je vais jeter un pavé dans la mare au milieu de psychanalystes. Dans ce que je pense, certes, le langage, c'est une des formes les plus développées d'expression, peut-être, mais il n'y a pas que l'ouïe comme sens, il y a tous les sens. Et moi, je pense que pour être éthique, il faut être sensible. Il faut être sensible aux autres. Il y a la vue, il y a le toucher, il y a l'odeur, il y a peut-être plein d'autres choses aussi que l'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît que 5 sens, mais il y en a peut-être d'autres et qui existent. Et face à cette sensibilité, il y a un terme, vous l'avez utilisé qu'une seule fois, le mot responsable. C'était pour ne pas être responsable par rapport au risque, au danger. Et moi, je pense que la réponse, comme Étienne l'a très bien dit ce matin, être responsable, c'est répondre, et répondre à ce qu'on entend de l'autre au sens sensible de toutes les expressions. Pour moi, c'est la plus belle des choses, et c'est Ricoeur qui l'exprime le mieux en disant que si je prends soin de l'autre, j'en suis responsable. Vous ne pouvez pas me poser une question plus merveilleuse, parce que je ne vais pas en parler. Je suis parti du CCNE en 2008 sur un avis sur le dépistage de la surdité à la naissance. Et je ne reviens pas sur l'ensemble de l'avis, mais nous avions été très sensibles aux sourds, à la langue des signes, au fond comme
la capacité d'un être humain de dépasser la parole, de dépasser simplement la voix, au profit de la langue des signes, au profit d'autres sens, parce qu'on s'aperçoit que la culture des sourds est une culture en elle-même extraordinairement riche et que nous sommes aveugles par rapport aux sourds. Notre capacité de tact est infiniment inférieure aux aveugles. Au fond, chaque sens a sa capacité de suppléer aux autres et tout déficit entraîne une augmentation des autres. Mais quand on a dit que la médecine ne devait pas, le premier jour de la naissance d'un enfant, se précipiter avec ses appareils pour savoir si l'enfant est sourd, il y a 10 000 enfants il y a 1000 enfants qui naissent par an en France, et la médecine disait il faut les appareiller tout de suite, il faut pas le voir. Et donc nous avions dit que peut-être il fallait attendre un petit peu et que de ne pas se précipiter sur une mère qui vient d'avoir son enfant parce qu'il y a environ 10 000 enfants présumés sourds et qui ne le sont pas. Et désespérer une mère me paraissait très grave. Et en revanche, on disait que la culture des sourds, qui ne veulent pas être appareillés de prothèses qui, quand même, ne sont pas une suppléance parfaite, au fond, c'était le mépris de la langue des signes. La langue des signes, c'est scandaleux que dans les facultés de médecine, il n'y ait pas dans chaque hôpital des gens qui interprètent en langue des signes. Ce qui montre que, au fond, la parole, c'est pas simplement la voix, c'est la langue, c'est l'œil, enfin, c'est tout ce qui fait la richesse d'un être humain. C'est ce qui t'a rendu sans doute très apte et très ouvert à ça, puisque toi, tu avais affaire à des patients qui n'avaient pas la parole souvent, pour certains, quand anesthésiste réanimateur. Alors, donc, oui. je reprends. Donc, il reste, je crois, quelques minutes. Donc, je vais prendre peut-être une ou deux questions, deux réactions, deux commentaires. Voilà. Je vois là où. Donc, faites circuler le micro alors. Allez-y. Dans l'ombre, vous paraissez très très jeune. Un beau compliment. J'avais décidé de laisser la parole à mes étudiants, de ne pas me mettre en avant pour des raisons éthiques, mais bon, finalement, j'avais quand même. C'était juste plutôt par rapport à vos propos qui font vraiment écho pour moi à ce que j'ai pu lire chez Gadamer, Hans Gadamer, dans la philosophie de la santé, où il parlait justement de alors lui, il parle de l'art médical, d'en revenir justement à une médecine qui serait un art, et il parle justement de cette relation au patient et de l'importance du dialogue et aussi de la palpation. Et c'est quelque chose qui m'avait assez étonnée quand je l'avais lu, parce qu'effectivement, il montrait que c'était la manière justement pour le médecin donc de savoir aussi de quoi souffrait dans sa chair, si je reprends l'expression, son patient. Donc l'importance de ça, et que le traitement finalement ne commençait pas avec l'ordonnance et voilà le fait de donner des médicaments à son patient, mais ce traitement, il commence par le dialogue et la palpation. Et ça, effectivement, j'ai l'impression qu'on a tous effectivement un peu, enfin, ça dépend des générations, mais le regret justement de ce médecin de famille dont parle Gadamer, qui jusqu'alors connaissait la vie de son patient, la vie de sa famille, la singularité du cas, et qui finalement a un peu disparu de nos sociétés. J'ai fait un film en 1970, en 1980, sur l'examen d'un malade. Palpation, l'examen d'un malade en un quart d'heure. Ce film, en 2022, est interdit dans les facultés. Au prétexte que c'est un corps qui est nu, et par conséquent, c'est un corps qui suscite une réprobation, avec le consentement, bien sûr, de la personne est total, mais montrer à des étudiants qui, quand même, sont en rapport à la nudité évidente, et le montrer dans un amphithéâtre était considéré comme une insulte à la dignité humaine, alors que c'était un examen d'un respect, d'une douceur, on interroge la personne. Et ça montre aussi, au fond, la panique d'une société qui confond tout et qui considère que l'examen clinique d'un malade est une intrusion devenue inacceptable. Une dernière question, alors Bruno, je ne sais pas que tu choisis, parce que là, il faut changer de séquence. Je ne sais pas. Du coup, j'ai le micro, donc je vais poser ma question.
Moi, je veux aussi revenir sur le principe d'écoute du patient sur lequel vous avez passé un peu de temps. Je voudrais parler surtout du système de consultation, non pas des médecins généralistes, mais des médecins spécialistes, qui, comme vous le savez, ont très peu de temps à accorder aux patients lors d'une consultation. Est-ce qu'on peut considérer que ce peu de temps-là est du domaine éthique, parce que les médecins vont surtout se pencher sur des questions purement médicales et n'auront pas de temps à accorder à toutes les questions qui pourront être liées au stress du patient durant cette consultation? C'est une question mais qui est effectivement très, très courante, mais la question, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps et que écoutez le malade, il vous offre le diagnostic. Écoutez le malade, il vous offre le diagnostic. Et que maintenant, j'ai mal à la tête, faites un scanner. J'ai mal au ventre, faites une échographie. Revenez dans 15 jours. Et que cette perte, au fond, d'attention à la médecine qui régresse, la technologie a fait régresser la médecine. En même temps, elle a fait faire des diagnostics prodigieux, mais en même temps, un malade n'a plus la relation. Un malade a un corps, et ce corps, il est bavard. Il est bavard pour le médecin. Et le médecin ne sait plus. Les étudiants ne savent plus interroger, examiner un malade, puisque leur maître considère que ça n'a aucun intérêt. Donc, il n'y a plus de transmission. Il y a une déperdition du savoir qui était depuis des siècles, qui a disparu en 30 ou 40 ans, à cause de la technologie. Merci beaucoup aux étudiants surtout, et puis merci à Didier Ticard pour cette fabuleuse rencontre.